Donc, pour les retardataires, j'ai dit que j'allais un peu parler du CC dans le sens où hier, je n'ai pas eu le temps de répondre aux dizaines de messages que j'ai reçus. Mais oui, merci à ceux qui ont détecté qu'il y avait des coquilles. Donc, évidemment, les coquilles vont être neutralisées. Donc, j'ai passé toute l'après-midi d'hier à regarder individuellement si ça devait être compté ou pas compté. Et là, je commence juste cet après-midi à en prendre compte pour les notes. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est par rapport aux coquilles. Deuxième point, par rapport aux personnes avec les sixièmes de temps et tiers-temps. En fait, je considère que vous avez été averti par deux fois. D'une part, il y avait un premier mail à 10h20 disant que c'était 45 minutes et qu'il y avait des trucs spéciaux pour les personnes qui bénéficiaient de tiers ou de sixième de temps. Donc ça, vous étiez averti. Ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que parce que clairement, il y a des personnes qui en ont profité pour allègrement tricher, parce que quand vous avez 4 réponses bonnes qui arrivent hors du temps de 45 minutes, c'est clairement qu'il y a eu des communications. Donc, en gros, je vais compter pour 45 minutes. Et puis, tout ce qui est au-delà de 45 minutes, c'est pas compté. Et là, pour ce que j'ai commencé à faire, alors j'ai commencé à traiter ceux qui avaient dépassé, je crois, ceux qui étaient en tiers-temps. Et en fait, ça les avantage parce qu'en fait, sur le temps qu'ils ont grillé, ils ont eu plein de points négatifs. Donc là, ça supprime les points négatifs, donc c'est tout à leur avantage. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire avec l'accord tacite de mes collègues, mais encore faut-il que ce soit validé. Et donc en fait, quand j'aurai tout le fichier, je l'envoie aux collègues. Et une fois que ceci est validé par les collègues, on vous met les notes. Donc évidemment, les notes, ça ne pourra pas être sur... vous n'aurez pas de retour sur Moodle. Ce sera un fichier Excel avec toutes les modifications parce que moi, j'ai d'autres choses à faire que rentrer toutes les modifications. Et de toute façon, c'est fou, quoi. Vous êtes plus de 240. Donc, ce que vous avez entendu au début. Moi, j'ai rien entendu. D'accord, je préfère. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que oui, je remercie les personnes qui avaient noté les coquilles et donc nous allons en tenir compte, c'est-à-dire que si ça ne vous a pas pénalisé en termes de points, on enlève, du moins c'est considéré comme compté et puis des fois ça vous avantage et que ça va supprimer des notes négatives. Par contre, si vous n'avez rien mis ou si c'est en votre défaveur, dans ce cas-là, c'est supprimé. Donc voilà ce que j'ai dit par rapport aux coquilles, comment on allait s'en occuper. Et ça, j'ai passé tout l'après-midi d'hier à regarder vos 215. On pourra quand même avoir une correction du CC à côté. En fait, vu que, en gros, je vous dirais, alors, là, on n'en a pas encore discuté avec les collègues. Ce qu'on peut envisager de faire, c'est peut-être de mettre un exemple de chaque catégorie. Bon, après, où c'était les feuilles, où c'était les photos de Mayos, ça, non. Mais le reste, oui. Et puis, on mettra peut-être une correction type pour une question type. Mais sachant que, en fait, chaque question était on évaluait à chaque fois une notion. Donc, si on résume, c'était, vous aviez la lésion au sexe. Donc bon, là c'était chez les oiseaux, mais bon, c'était juste à faire un petit tableau de gamètes et puis inverser, donc c'était pas trop compliqué. Vous aviez un calcul de distance qui était relativement facile vu que c'était avec deux caractères chez la levure. Vous aviez une distance plus compliquée à calculer chez les vertébrés, et c'est là où il y avait le souci avec les pelages fauves, parce que oui, il y a eu une erreur de copier-coller. Et pour le test cross, certains ont réagi que c'était un test cross, d'autres n'ont pas réagi. Donc là, ça s'est neutralisé. Par contre, avec les souris blanches et grises, là, il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait de la pléiotropie. Donc, on avait la méiose, la pléiotropie, liaison liaison en chromosome sexuel chez les oiseaux. On avait une distance facile, une distance chez les diploïdes. On devait avoir 2 gènes indépendants chez la droso et je ne sais plus quoi. Mais en fait, c'était vraiment notion par notion qu'on testait. Alors après, c'est vrai que vous, tout était en masse, donc pour vous, il n'y avait pas ceci, mais c'était vraiment notion par notion.
Donc, je vais en discuter avec les collègues, mais bon, on peut proposer de faire ça histoire que vous ayez une correction, vu qu'en fait, l'idée de ne pas enchaîner deux sessions présentielles, c'était que pour qu'il y ait un petit retour. Donc, effectivement, ça semble s'imposer. Avez-vous d'autres questions par rapport au CC? Après, dans l'ensemble, par rapport au nom que je vois, vous avez excellemment réussi pour la plupart. Donc, non, pas d'autres points par rapport au CC? Ok, super. Par rapport au TD de la semaine dernière, parce que je l'ai. Alors, on aura bientôt nos notes. Oui, bah, j'ai pas que ça à faire, Massina, donc ça prendra un peu de temps et en plus, faut. Oui, bah, je sais pas, je connais pas tous vos noms, Raphaël. Je suis désolé. Après, il faut pas avoir une obsession des notes. Moi, je vous ai dit, c'est des évaluations, c'est-à-dire à l'instant T où j'en suis dans ma préparation. Voilà. Après, Massina, bah, on aura bientôt nos notes. Oui, bah, un jour, vous aurez vos notes. Donc, je fais ce que je peux. J'ai aussi d'autres choses à faire. Maintenant, pour le TD de la semaine dernière, tout était clair ou pas? Parce que je suis peut-être allé un peu vite sur l'explication de pourquoi, avec l'histoire de la délétion, comme quoi ça allait se comporter comme si on avait un seul gène muté. Ça, c'est clair pour tout le monde ou je fais un petit retour en arrière? Donc, Evan, ça allait, les autres. Plutôt dites, est-ce que quelqu'un n'a pas compris? C'est pas grave, c'est affiché, on s'en fout. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce qui était ça pour moi aussi? Donc Massina, c'est bon. OK. Bon, je peux le faire vite fait pour les timides. Donc je vais partager une feuille PowerPoint comme la dernière fois. Alors, partager. Partager, c'est le gros foutoir. PowerPoint. Partager. Donc vous devriez la voir. Sauf que je me suis un peu avancé. Alors, attendez, il faut que je fasse un peu de ménage sur mon bureau, parce que là, j'ai qu'un écran aujourd'hui, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et j'aimerais bien voir la discussion. Voilà, ici. Discussion. Voilà, c'est bon. Et ça, on s'en fout. Et pour gagner de la bande passante, je vais enlever ma tête. Voilà. Donc c'est bon, tout le monde voit le fichier PowerPoint. Ok, super, Oui, merci. Donc, on est d'accord que... Non, ça ne va pas. Là. Si... Alors, je ne vais pas mettre les points de locus, hein, je vais juste mettre les gènes. On va dire qu'on a deux gènes. Hop là. Alors, tant qu'on y est, on va mettre ça en gras, ce sera mieux. Voilà. Donc, on va dire qu'on a deux gènes voisins. On est d'accord que chez la levure, si jamais j'ai une délétion, en fait, je ne vais pas pouvoir avoir de recombinaison homologue entre les deux locus. Enfin, entre les deux loci, pardon. Donc, finalement, je vais me comporter comme si j'étais mutant pour le même gène. C'est bon pour tout le monde? Ok. C'était surtout ça que je voulais clarifier avec vous. Et ensuite, parce que je crois qu'on était allé sur les chapeaux de roue, sur le nombre de groupes, on avait dit qu'on pouvait définir le nombre de gènes minimum qu'on pouvait définir. On avait dit combien au final? Si vous reprenez vos notes. Je ne sais plus si on avait dit 7 ou 8. Ok, parfait. On est bien d'accord.
Parce qu'évidemment, il y avait les gènes qui étaient MAT A, les gènes qui étaient MAT alpha, et en fait, en plus, on avait le cas des doubles mutants, vu qu'ils appartenaient à deux groupes, et on ne sait pas si c'était le même groupe ou pas le même groupe. Donc, ça faisait 10 groupes définis, moins 3, donc ça faisait bien 7. Parfait. Donc, on est raccord. Donc, du coup, on commence le nouveau TD. Ah oui, Massina, allez-y si vous avez une question. Alors, vous pouvez prendre la parole ou comme vous voulez. Alors, il faut que je vois si j'ai... Non, c'est bon. On peut avoir une définition de double mutant. En fait, c'est que vous allez appartenir à deux groupes de complémentation. À savoir, vous êtes muté pour deux gènes différents. Pour le même... alors après, ça dépend. Là, la dernière fois, on était pour le même caractère étudié. Ça vous va, Massina, comme définition? Donc ça, vous parlez de... donc ça, c'est plutôt avec Monsieur Gomer. Ok. Éventuellement, envoyez-moi un mail après pour m'expliquer et je le redirigerai vers Monsieur Gomer ou vous l'envoyez à nous deux. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. Ça vous va? Merci. Ok, donc on est parti pour le nouveau TD. Donc le TD9, c'est un petit retour en arrière avec les conséquences de la méiose. Et aussi retour chez Saccharomyces cerevisiae. Donc on nous dit, vous disposez d'une souche haploïde sauvage SSR de la levure Saccharomyces cerevisiae, d'une souche A qui est oxotrophe pour la valine et incapable de consommer le galactose. Alors, on va se faire un peu dénoncer. Hop là. Alors, on a une souche SSR qu'on va définir un peu après par rapport aux autres. On a une souche A qu'on nous dit être, alors, oxotrophe pour la valine. Oh là là, désolé. Donc, si vous préférez là. Donc oui, je suis désolé, il y a eu une coupure de réseau. Donc j'espère que... Hop là. C'est bon, je vous ai raccroché. Je suis désolé. Ok, super. Donc là, je suis en Wi-Fi. J'espère que le Wi-Fi ira mieux.
Donc, on avait une souche B qui est... alors, allez, tryptophane moins. Et on a une souche C qui est donc uracile moins. Donc, il va sans dire que, alors, si je complète, bah, elle est val plus et TRP plus. Elle est val plus. Bon, c'est pas grave, je mets pas le point virgule. Bon. C'est pas uniforme, je suis désolé. TRP moins, il y aura plus. Ici, on est TRP plus et il y aura plus. Et la SSR, bah, elle est sauvage elle est sauvage partout. On va lire le A. OK. Parfait. Donc, on nous dit qu'on a effectué, comme d'habitude, les croisements de A par SSR, de B par SSR et C par SSR. Les spores haploïdes issus de la méiose de chacun des diploïdes ont été isolés. À l'issue du test du phénotype des colonies issues de la prolifération de ces spores, les résultats suivants ont été obtenus. Donc, en gros, ça, je peux le reprendre. Oh. Ouais, sauf que là, j'ai fait une erreur de frappe. Hop là. Et donc, on nous propose le tableau suivant, avec comme première question, quelle hypothèse génétique simple permet de rendre compte de la transmission de chacun de ces caractères considérés isolément? Ensuite, si on regarde un peu, en fait, il faut toujours regarder où est-ce qu'on veut nous amener. Développer l'analyse génotypique et phénotypique des deux caractères considérés simultanément pour chacune de ces souches. Présenter une cartographie des gènes étudiés en précisant les incertitudes qui demeurent. Donc évidemment, chez la levure, si on fait une analyse de la méiose de diploïdes, c'est en général pour définir le nombre de gènes et éventuellement est-ce qu'ils sont leur localisation, dans le sens sont-ils génétiquement indépendants ou pas, et s'ils sont non génétiquement indépendants, ils sont obligatoirement physiquement et génétiquement liés. Et donc, on va devoir pouvoir calculer une distance. Donc déjà, vu qu'on va analyser deux caractères à la fois, première chose, on s'aperçoit que on a 4 catégories, donc a priori, on part sur, il n'y a pas un seul gène qui pourrait avoir une mutation à effet pléiotrope. Obligatoirement, on a 2 gènes. Donc au minimum, on a un gène pour chaque caractère. Donc comment le vérifier? C'est ce qui nous est proposé avec la première question. Quelle hypothèse génétique simple permet de rendre compte de la transmission de chacun de ces caractères considérés? Donc, en gros, pour chaque... alors, on peut transformer ce tableau. Est-ce que ça va marcher? Oui. Hop là. Donc, par exemple, si je prends par A par SSR, hop là, je vais pouvoir définir qu'est-ce qui est oxo, qu'est-ce qui est proto, et qu'est-ce qui égale plus, et qu'est-ce qui égale moins. Et à partir de là, on va faire des petites sommes et on va voir sur quoi on tombe. Sachant que si on a un seul gène, on devrait avoir les mêmes proportions. Pardon. Hop là. Donc, oxotrophe, on va avoir 91 plus 81. Donc, ça va nous faire 172, si je ne m'abuse. Vous me dites si je fais des erreurs, hein, évidemment. Prototrophe, on a 89 plus 85, donc ça va être
faire 1773. Donc là, il n'y a que 1 d'écart, donc ça marche. Gal plus 81 plus 85, donc ça va nous faire du 166. Et gal moins... Oui, c'est ça. Donc là, si vous voulez, si on veut traduire pour... alors, attendez, je vais dupliquer ça. Là, en fait, si on veut traduire uniquement pour A, hop là, en fait, ici, ça signifiera val moins. Mince. Prototrophe, donc val plus. Oxo val moins. Et val plus. C'est bon, Anne, du coup? Donc là, en fait, il faut faire chaque mutant par chaque mutant. C'est très laborieux. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas très intéressant. Mais il faut le faire. Donc, gal moins, bah, ça va nous faire 91 plus 89. Donc, ça, là, ça nous fait du 180. Là. Donc là, 172, 113, c'est pas très différent. Maintenant, 180, 166, est-ce que c'est vraiment différent? Bon, il faudra faire un petit test de qui 2, mais normalement, ça passe. Et en fait, ça devrait passer pour tous les 3. C'est bon pour tout le monde. Donc ça, en fait, c'est plus la démarche. Cette démarche, on l'avait déjà vue, si vous vous souvenez, dans le cadre de l'exercice avec les tomates. Donc ça devait être je crois, le TD5 et 5 bis. C'est bon pour tout le monde ou vous voulez qu'on fasse tous les calculs? Vous me dites. Vous pouvez juste répéter la conclusion que vous avez dit, s'il vous plaît. Oui, pardon. Donc, on est d'accord que si on regarde maintenant, vu qu'on analyse caractère par caractère, donc ici, on a un premier caractère. Donc là, c'est le caractère de synthèse de la valine. Et donc, on voit bien qu'on a autant de spores qui sont de phénotype val- que de spores de phénotype val+. Donc ça, on est d'accord que ça correspond à la prédiction d'un seul gène muté. On devrait avoir une ségrégation de 2. Ensuite, pour le caractère de consommation du galactose, bon là c'est plus ambigu, c'est beaucoup plus éloigné, donc il faudra faire un qui 2, mais normalement votre qui 2 il doit passer. Donc en gros, si on faisait un qui 2, ça ferait combien? Ça ferait 180 plus 166, ça va nous faire du 346 si je ne m'abuse. Donc ensuite, 346 divisé par 2, ça commence à devenir compliqué. Ça va nous faire du 170 quelque chose, ouais, 173. Donc maintenant, est-ce que 180, c'est si différent de 173? Je pense que non. Donc c'est-à-dire que le qui 2, il va passer. Et donc, du coup, bah, il faudrait faire la même démarche pour, alors, si je duplique, là, donc il faudrait faire la même démarche pour B. Mieux comme ça. Et la même démarche pour C. C'est bon pour tout le monde? En soi, on l'a déjà fait. Je ne pense pas qu'il y ait une nouveauté. Ce n'est pas notamment très intéressant. Non, il faut que je reprenne là. Donc ensuite, on nous demande de développer l'analyse génotypique et phénotypique des 2 caractères considérés simultanément pour chacune de ces souches. Oh, quoi, tu vois, on peut repartir de là. Oui, on peut repartir de là. Ce sera probablement plus simple. A, B, hop là. Et C. OK.
Donc, là, on est parti sur l'idée que, en fait, aussi bien pour le caractère, donc, je vais quand même noter ça, hop là. Donc, si on part sur le principe qu'on a un seul gène muté qui explique le phénotype val- et un seul gène muté qui explique le phénotype gal-, en fait, on est sur deux gènes. Donc après, il faut définir les gènes. Donc on va par exemple dire qu'on a un gène V pour valine. Donc du coup, ça va nous définir un couple d'allèles qui sera V+, alors V+, ou V-. Et pour le galactose, on peut dire qu'on a un G+, et un G-. Voire, je vais préciser, GA plus et GA-. Donc, on a un gène muté chez la souche A pour le galactose, et c'est le même. Donc, si on a deux gènes, se pose la question de leur relation. Donc, habituellement, on teste quoi en premier ? Donc, si je reconstitue à partir de ces gènes, vu qu'on nous demande de faire une analyse génotypique, on est d'accord qu'on est parti d'une souche A qui était val-, on a dit GA-, et qu'elle a été croisée avec la souche sauvage de référence, qui est donc V+, alors, pardon, soyons rigoureux, je vous le mets entre parenthèses vu que c'est le génotype. Donc effectivement, Anne, oui, on va tester qu'ils sont génétiquement indépendants. Hop là. Donc on est d'accord qu'on va avoir du coup un diploïde. Donc, mince. Hop là, on va produire un diploïde qui sera de génotype, donc, décidément, V- sur V+, et là, peu importe qui est GA+. OK. Du coup, s'ils sont génétiquement indépendants, quelle est la prédiction ? Alors, il y a deux façons de procéder. C'est soit on va avoir autant de spores parentales que de spores recombinées, on est d'accord ? Donc ici, ce que j'ai oublié de définir, c'est les génotypes. Ah mince, ça ne va pas aller. Donc, on va faire différemment. Oups. Donc, en termes de génotype, on est d'accord qu'on a ce premier phénotype parental et on a un deuxième phénotype parental qui est le suivant. Non, Massina, non, ça ne va pas être bon. Non, non, là, on est chez une levure qui est diploïde. On est d'accord que, voilà, Raphaël, effectivement, ça va être un quart partout. On est d'accord que ici, ça représente vos chromosomes. Et si vous avez une indépendance génétique, vous pouvez avoir 4 possibilités. En gros, les spores que vous allez produire, c'est
soit des V-, GA-. Donc, une spore parentale, une autre spore parentale, donc son équivalent, si jamais il y a eu le même type, quoi, du moins ça provient du même événement de ségrégation. Hop là. Et puis, ce qu'on va appeler des spores recombinées. Donc là, c'est des recombinaisons. En fait, c'est dû au brassage génétique via une recombinaison. Alors, de quel type? Est-ce que c'est un crossing over? Non. Alors, du coup, c'est quoi? C'est quoi comme type de brassage? Très bien, interchromosomique. OK, donc on est d'accord que on s'attend à avoir des spores de ces génotypes. Donc, par conséquent, si je reprends les phénotypes, alors je vais un peu me décaler, là. Oui, quoi, sauf que là, je ne suis pas bon pour le phénotype. On est donc gal plus. Plus, et donc là, je vais être val plus. Et ici, je vais être val moins. Non, je raconte des bêtises. Là, si j'écris ce que j'ai mis, il faut que je sois cohérent. Donc ici, on est gal moins. Et ici, on est l'inverse, on est val moins égal plus. Alors, le V, en fait, j'ai décidé que V, c'était le gène et val, c'est le phénotype. Et en fait, le G, je précise le A parce qu'on verra par la suite. Là, on est d'accord que vos trois souches, en fait, le point commun qu'elles ont toutes, c'est d'être gal moins. Par contre, est-ce qu'elles sont mutées sur le même gène impliqué dans la consommation du galactose? On ne le sait pas. Donc, par précaution, je préfère leur donner un nom différent. C'est bon, les bibes? Donc, effectivement, ici, la prédiction, c'est qu'on devrait avoir un quart, un quart, un quart. Donc, si on regarde, ça maintenant, on n'en a plus besoin, bah, ça ressemble à peu près à un quart, un quart. Donc, après, bon, on peut faire la somme. Donc, si on fait la somme, ça nous fait combien? 9 et 1, 10. Donc, ça nous fait 6. Et ensuite, 10, 10, 26, 26, 26 et 8, 346. On est d'accord? Donc, finalement, est-ce que 346, c'est divisible par 4? Évidemment non. En fait, j'aurais dû prendre plutôt un exemple avec les autres parce que ça tombe juste. Donc, 346 par 4. Et là, j'avoue que mes compétences s'arrêtent là. Donc, on va sortir la calculette. Ça nous fait 86,5. Par contre, ma somme était juste? Mince. Donc, comme tout à l'heure, la question existentielle, est-ce que 85, c'est si différent de 86,5? De même pour 91, normalement, ça passe aussi. Donc là, a priori, alors une autre façon de voir les choses,
c'est on parlait de sport recombinés et de sport mutante, donc si et de sport parental. Donc en fait, si on regarde, là je vais vous mettre en gras les sports parentales. Donc en fait, est-ce que 91 plus 85, c'est égal à 89 plus 91? Oui, non, pardon, 89 plus 81. Bon, on a une petite différence. Donc en fait, on est d'accord, là, si vous partez sur... Parce que là, nous parlons éventuellement, si jamais on vous demandait de faire un test génétique, il est évident que si vous partez sur vos 4 classes de mutants, vous allez devoir faire un Q2 avec un degré de liberté de combien? Ok, parfait. Alors qu'on est d'accord, si vous partez sur l'hypothèse de 2 classes phénotypiques, c'est-à-dire gamètes recombinés et gamètes parentales, vous avez combien de classes et donc un DDL de combien? Alors, il faut peut-être que je le note en quelque part. Oui, très bien. Bah, je le note. Donc, on est d'accord que... Alors, on va le mettre au pluriel, ce sera mieux. Donc, les 2 premières, c'était des sports parentaux, les 2 autres, c'était des sports recombinés. Donc, ça veut dire que... Alors, mes sports parentaux, je vais les souligner. Hop là. Bah, en fait, ça correspond à ces sports-ci et ces sports-ci. Donc, en gros, je pourrais simplifier en disant que bah, j'ai plus que 2 catégories, les sports parentales qui sont égales à 91 plus 85 et les sports recombinés qui sont égales à 89 plus 81. Et ça vient. Voilà. Et donc là, finalement, bah, j'ai plus que 2 classes phénotypiques. Et donc, j'ai un DDL de 1, et ça, vous connaissez parfaitement le qui 2. Voilà. Du coup, Massina, c'était auparavant ou c'est maintenant? Parce que, attendez, il faut que je regarde le temps. Non, en fait, les deux sont arrivés en même temps. Donc, c'est ça que vous n'avez pas compris, Massina? En fait, l'idée, c'est, est-ce que vous êtes courageux et vous voulez faire calculer un qui 2, sachant que vous allez vous taper une somme avec 4 classes, ou vous êtes un peu plus feignant et vous faites avec 2 classes et sachant qu'auparavant, bah, vous avez juste fait une petite addition. Par contre, il ne faut pas se tromper à identifier qui est qui. Donc en fait, c'est les 2 possibilités que vous pouvez utiliser dans ce cas-là. Mais dans les 2 cas, normalement, le qui 2 doit passer sans problème. C'est bon pour tout le monde. Donc du coup, notre conclusion, c'est qu'on a 2 gènes. Mince. Ah oui. Nous avons 2 gènes génétiquement indépendants. J'ai oublié un i au passage. Hop là. Et j'ai fait une typo. Hop là. Puis-je préciser leur localisation?
C'est-à-dire, puis-je encore, voilà. Puis-je trancher entre cette écriture-ci ou cette écriture-ci? Alors, Massina, autosomique ou gonosomique, non, il n'y a pas de chromosome sexuel chez la levure. En fait, vous partez toujours sur l'idée de confondre un diploïde avec un haploïde. La levure est haploïde. Alors, ensuite, donc, vos réponses. Alors, j'avais non, non, on est d'accord. On ne peut pas trancher. La seule... Donc, on est d'accord. Le seul cas où on pourrait trancher, c'est l'exemple que nous avions vu, alors il y a maintenant 2 TD, c'était chez la drosophile. Si vous vous souvenez, en fait, vu que les mâles, il n'y a pas de crossing over chez les mâles, dans ce cas-là, oui, je me joins aussi, Romain, aux commentaires de Raphaël et Anne. Donc, c'est bon pour tout le monde pour cette conclusion? OK. Donc, regardons. Oui, Raphaël, allez-y. Je suppose que vous êtes en train de taper. J'espère que j'ai rien touché au niveau du son. Ah bah du coup. Ah. Alors, justement, on est d'accord que si vous êtes génétiquement lié, ça veut dire. Pardon, si vous êtes physiquement lié, c'est que vous êtes sur le même chromosome. Donc dans ce cas-là, les spores recombinées qui vont être produites par crossing over, donc par brassage intrachromosomique. En fait, moi, quand je réfléchis pour l'indépendance génétique, je préfère toujours penser à imaginer que les 2 gènes sont sur 2 chromosomes différents. C'est le plus simple. Mais en fait, non, ça peut être aussi, ils sont sur le même chromosome, mais à une telle distance que, en fait, avec les crossing over, ils se comportent comme s'ils étaient sur 2 chromosomes différents. Et dans ce cas-là, c'est un brassage intrachromosomique. C'est bon, Raphaël? C'est bon pour les autres ou il faut que je le note en quelque part? OK. Donc, je vais redupliquer ça. Hop là. Donc, si j'ai 2 gènes génétiquement indépendants, ils peuvent être soit de ce génotype. Alors, attendez, comment on va pouvoir s'organiser? Aussi, c'est bon. Mince. Pourquoi ça me fait ça? Hop là. Bon, pourquoi ils ne veulent pas venir, eux? Ah oui, d'accord, je vois.
qui sont trop grands. Là. Ah mince, du coup, j'ai viré tout ce qui était gamètes recombinés et je vais garder ça. Non, pardon, on est là. Hop là. Donc les spores parentales, on va les oublier. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on produit les recombinants. Si ici, on est d'accord avec cette nomenclature, ça signifie qu'ils sont sur 2 chromosomes différents. Donc là, du coup, les spores recombinés sont produites par un brassage interchromosomique. Alors que si ils sont sur le même chromosome, ce sera un brassage intrachromosomique, sous-entendu les crossing over. Et vu que c'est un terme anglais, je vais essayer de le mettre en italique. Voilà. C'est bon, du coup, Anne, pour la clarification? On avance, on passe à B? Voir à quoi il ressemble? OK. Regardons B. B, alors éventuellement, attendez, ce qu'on peut faire, c'est, là, on va reprendre ça. Si on regarde B, ça ressemble étrangement à A. Donc, a priori, même démarche, même conclusion. C'est bon pour tout le monde? OK. C. C, ça semble déconnant. Si vous regardez, en fait, là, ce qu'on peut faire... Alors, attendez. On est d'accord qu'au final, exactement, on a plus de parentaux que de recombinés. Ici, c'est du parental. Ici, c'est du parental. Et ici, c'est du recombiné. Donc, effectivement, on a plus de spores recombinés que de, plus de spores parentales que de spores recombinés. Donc, clairement, on peut écarter l'hypothèse de deux gènes génétiquement indépendants. Ce qui signifie qu'ils sont obligatoirement génétiquement et physiquement liés. Parfait. Donc, ça signifie qu'on va devoir calculer une distance. Hop là. Donc, on est d'accord que cette distance, ça va être égal à quoi? Je vous écoute. Ou je vous lis, du moins. Mais en fait, on a dit que c'est le nombre de recombinés sur le total. Voilà, la somme des recombinants plus total. C'est-à-dire, ça va nous faire du 83 plus 77. Alors, attendez, qu'on soit raccord mathématiquement, vu que là, on est avec la distance, ça va être 100 fois. Et divisé par le total. Donc, en fait, la somme de... À ça, il va falloir que je rajoute
Il sort d'où mon 77? Ah oui, si, c'est bon. 83, 77, 122. Oups. Et 118. Donc, on me dit que ça nous fait 160 divisé par 400. Ouh, ça sent le 4, ça. Mince. 160 divisé par 400. Et là, il y a un petit 100. Donc, effectivement, ça va nous faire du 40 unités de recombinaison. Ah, pardon. En fait, je m'aperçois de quelque chose. Bah, c'est pas grave. On va le faire juste après. Donc là, par contre, parce qu'on n'a pas fait les analyses génotypiques pour les autres. Hop là. Hop là, donc pour le B c'était avec le tryptophane, donc on n'a qu'à l'appeler T. Hop là. Donc là, bah, vaut mieux mettre GB, on n'en sait rien. Dans le doute, vaut mieux dire que c'est muté sur un gène différent. Donc éventuellement, ça, je vais le récupérer, je vais faire un bilan général. Donc, je vais le faire juste après le bilan. Hop là. C'est juste tant que j'y pense. Je reviens à nos moutons juste après. Et attendez, tant qu'on y est. Hop là, j'aurais dû prendre ça aussi. Hop là. Donc, à l'issue de cette analyse, on peut dire qu'on a deux gènes qui sont génétiquement et physiquement liés et qui sont distants de 40 unités de recombinaison. C'est-à-dire que C, finalement, je pourrais l'écrire. Donc là, on a dit qu'on était muté pour bon, U et V. Bon, au moins, là, on va pouvoir les distinguer. Donc, U- et GC-. Hop là. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Donc, si on fait le bilan, en fait, les génotypes qu'on a déduits sont les suivants. On a A qui est muté pour un V et pour un G. Les deux gènes sont génétiquement indépendants. B est muté pour T et pour un gène GB, si on ne sait pas si c'est le même que A. Et C, ces deux gènes sont génétiquement indépendants. Et C, lui, est muté pour deux gènes qui sont localisés sur le même chromosome, mais on ne sait pas si le G, c'est le même que A ou B. C'est bon pour tout le monde? Donc ensuite, quand on nous demande de préciser une cartographie des gènes étudiés en précisant les certitudes qui demeurent, donc là, ça, c'est les génotypes qu'on a pu déduire sans problème. Maintenant, quels sont les scénarios qu'on pourrait imaginer? Alors, il y a plein de scénarios qu'on peut imaginer.
on peut imaginer que, en fait, on reste sur ce cas-là et en fait, on a des G qui sont différents. Hypothèse la plus parcimonieuse, en fait, ils sont tous mutés pour le même G. Donc, en fait, ils seraient tous sur le même chromosome, mais très éloignés les uns des autres. Ça, c'est les deux cas les plus extrêmes. Et on peut imaginer les situations intermédiaires. C'est bon pour tout le monde? Donc après, si je vous fais l'autre situation extrême, l'autre situation extrême. Oui, oui, Anne, j'y viens justement. On pourrait imaginer qu'on aurait quelque chose comme ça. Alors attendez. Donc on pourrait imaginer ça, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Donc là, l'hypothèse serait que tous les G sont finalement le même. Donc en fait, les trois mutants appartiendraient à un même groupe de complémentation. Donc en fait, on aurait un seul G. Et en fait, donc on sait déjà que U et G sont sur le même chromosome. Et vous pourriez imaginer que, en fait, si c'est le même, obligatoirement, V et T sont sur le même chromosome. Après, c'est une question de où sont localisés V et T par rapport à U et G. Ça, ce serait l'autre cas extrême. Donc, en fait, et après, vous pouvez imaginer toutes les possibilités. Donc, en fait, ce qui nous manque, c'est ce lien entre G. C'est ça le cœur du problème. Donc, comment vous testeriez si A, B et C sont mutés pour le même gène ou pas? Voilà, il faudra faire un TCF. Est-ce que c'est ce qu'on nous a proposé? Si on regarde, du coup, Anne, c'est bon ou pas? OK. Donc, question 2, les souches A, B et C sont croisées entre elles. Les diploïdes issus des croisements A et B et A et C ont un phénotype sauvage. Le diploïde B et C a un phénotype galmois. Quelle précision vous apportent ces croisements quant au phénotype et au génotype des souches mutantes A, B et C, sachant que les diploïdes issus des croisements A par SSR, B par SSR et C par SSR ont un phénotype Gal+. Je vous écoute. Donc, vous m'avez dit, ce serait bien de faire un TCF. Donc, là, j'ai juste fait que relire l'énoncé. Donc, on est d'accord que si on fait un TCF, le prérequis, c'est est-ce que les phénotypes mutants sont récessifs? Donc, a-t-on cette indication? Ce n'est pas la mutation qui est récessive, Massina. C'est le phénotype. Donc, effectivement, les conditions sont remplies. Maintenant, si on regarde les résultats obtenus. Alors, on nous dit que les diploïdes issus des croisements A et B et A et C ont un phénotype sauvage. Donc ça ressemble à de la complémentation fonctionnelle. Par contre, le diploïde B et C a un phénotype galmois. Donc effectivement, comme l'a écrit le BIB, c'est bien B et C qui sont mutés pour le même gène. Ils appartiennent au même groupe de complémentation. C'est bon pour tout le monde? Alors ensuite, si vous avez du mal, éventuellement, ce qu'on peut faire, alors, non, je vais prendre le grand tableau, vous refaites un petit tableau. Si vous préférez, en fait, on peut faire ça comme ça, avec. Si maintenant vous avez trop l'habitude de passer par les tableaux, vous pouvez prendre 2 minutes et faire un petit tableau. Donc on a A, B et C. Ici, on va avoir A, B et C.
Hop là. Hop là. Donc, on nous dit que les croisements A et B et A et C, donc A et B, ça c'est du sauvage. B et C, par contre, c'est mutant. Ou si vous préférez, si vous avez l'habitude des plus et des moins, mais je vous ai dit, ça, faites attention, ce n'est pas une bonne idée de faire les plus et les moins. Il vaut mieux réfléchir en termes de mutants. Où est-ce qu'on a les phénotypes mutants? C'est en B, le croisement B par C. Donc, en fait, B et C appartiennent au même groupe de complémentation. C'est-à-dire que si on veut préciser ici, finalement, notre génotype, ça devient ça. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la question suivante, c'est « Ceci vous permet-il de préciser les hypothèses de cartographie formulées à la question 2B ?» Donc, c'est bon pour tout le monde, le résultat du TCF ou pas? Et son interprétation. OK. Donc, du coup, ici, on a dit que, si on regarde, U et GB sont sur le même chromosome. Donc, T est aussi sur le même chromosome. Donc, ici, on a une précision qui est la suivante. On a GB et U qui sont liés, T aussi, mais on ne connaît pas l'ordre. C'est-à-dire que ça pourrait être comme ça pourrait être le T qui est par là. Donc, en fait, on a ces deux hypothèses qui nous restent. Et alors, pour la valine, ça, on en sait encore moins. Mais si on s'intéresse uniquement là à ces deux et qu'on veut distinguer entre les deux hypothèses, laquelle est la bonne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce qu'on vous demande. Quelle est l'information manquante qui permettrait de choisir entre les différentes interprétations? Donc, évidemment, comme tout bon exercice, si vous regardez la suite, potentiellement, vous avez la réponse. Alors, que fait-on pour la suite? Si on regarde la question 3, on nous dit les spores issus de la méiose du diploïde précédent. Voilà. B par C sont analysés en testant leur phénotype pour le tryptophane, l'uracile et le galactose. Les résultats suivants sont obtenus. Donc là, ici, pourquoi on fait ça? Quel est le but? Qu'est-ce qu'on espère? En fait, il faut toujours se... Donc, en science, en fait, on est parti sur tester des hypothèses. Donc, à chaque fois qu'on fait une expérience, c'est avec un but précis. Donc là, le but, c'est de faire quoi? Qu'est-ce qu'on souhaiterait? Qu'est-ce qui vous permettrait de distinguer? Voilà, parfait Noé. Effectivement, on souhaiterait avoir, est-ce qu'on est capable de mesurer une distance entre T et U? Et si c'est le cas, on va pouvoir ordonner les trois gènes les uns par rapport aux autres. En fait, c'est comme pour le DDL, moi, c'est avec trois gènes, vous avez besoin de 2 distances pour déduire la dernière, au minimum. C'est bon pour tout le monde, cette idée?
Donc, si on regarde le tableau des sports, alors, on est d'accord que, alors là, par contre, il faut qu'on repère qui est les sports parentaux et les sports recombinés. Massina, non, parce qu'en fait, voir la répartition de recombinants parents et de parentaux, non, ça, en fait, on sait déjà qu'ils sont sur le même chromosome. Là, c'est ce qu'on a déduit d'ici. Ici, étant donné que U et GB, on savait qu'ils étaient génétiquement, physiquement liés. Et que là, on vient de définir que pour B, bah, finalement, c'est le même gène qui est muté, obligatoirement, T est sur le même chromosome. C'est ce qu'on a écrit ici avec les deux hypothèses possibles. Donc là, on n'est plus intéressé à savoir s'ils sont génétiquement indépendants. On sait qu'ils sont obligatoirement... Si, vous avez raison dans le sens où s'ils sont génétiquement indépendants, et ben en fait, on ne pourra pas les ordonner. Notre secret espoir, c'est qu'on puisse calculer une distance. Alors, merci Raphaël. Attendez, hop là. Juste que j'avais une visiteuse, j'avais une petite mouche qui tournait autour de moi, mais ce n'était pas une drosophile. Alors, sport parental. Donc, on avait dit que B, il était tryptophane moins et il était URA+. Donc, en fait, on est là. Et l'autre, on est tryptophane moins et... Alors, attendez, la souche C, on est uracile moins et tryptophane plus. Alors, non, mais ça, c'est bon, j'ai fait la C. Uracile moins, voilà, j'ai fait la C. Et voilà. Merci. Donc, du coup, bah là, on est sur le même calcul que tout à l'heure. À savoir, où est le calcul? Hop là. Ah mince. Excusez-moi. Je n'ai pas sélectionné. Hop là. Donc, bah, les sports recombinés, on en a 31 auxquels on va ajouter 29. Ça nous fait 60. Qu'on va diviser par... Donc 125 et 115. Donc 125 et 115, donc bah, voilà, merci. 60 divisé par 300. Et donc ça nous fait 20 unités de recombinaison. Donc si on résume, on a 20, la distance entre, donc on a dit entre U et T, elle est égale à 20 unités de recombinaison. Et on avait trouvé que la distance entre U et GB, elle était de 40 unités de recombinaison. On est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Donc Raphaël, oui, effectivement, c'est le souci. C'est pour ça qu'en fait, je me suis repris par rapport aux commentaires de Massina. C'était que en fait, notre secret espoir, c'était qu'on soit capable de calculer une distance. Si on n'était pas capable de calculer une distance, malheureusement, vous ne pouvez pas trancher. Du coup, est-ce que vous pouvez m'ordonner les deux gènes?
Et attendez, on a une dernière information, potentiellement. Est-ce qu'on a une autre information qui traîne? Bah si, on avait GB, pardon. Et maintenant, si on pense en termes de distance, tryptophane et GB, bah en fait, ça, c'était indépendant. Donc, c'est clairement, on est supérieur à 50 unités de recombinaison. Eh ben, ça tombe bien. 20 plus 40, ça ne ferait pas 60? Donc, en fait, notre ordre, ça pourrait être... Donc, attendez, comment on va pouvoir faire ça? Moi, je vais vous faire un schéma, ce sera mieux. Hop là. Donc, hop là, donc entre U et GB, on a 40 unités de recombinaison. Et on avait dit que on vient de définir qu'entre U et T, on a 20 unités de recombinaison. Bon, ça c'est trop grand. Bon. Hop là, donc, si on va voir T, et ici U. Bon, après, si on veut être un peu exact, là, ça ne fait pas vraiment la moitié. Bon, c'est pas grave. Hop là. Voilà. C'est bon pour tout le monde, cette cartographie, du coup? Et on est d'accord que on retrouve qu'entre GB et T, on a une distance qui est supérieure à 50 unités de recombinaison. Donc, évidemment, GT et GB sont génétiquement indépendants. C'est bon pour tout le monde? Donc après, Massina, oui, peu importe le sens. Hein. Là, si on voulait faire de la vraie cartographie, il faudrait d'autres gènes pour savoir où on est côté centromère, où on est côté télomère. Mais là, c'est suffisant. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement une cartographie 3 points. C'est-à-dire, si vous avez 3 gènes et que vous êtes capable de mesurer la distance entre deux, vous êtes capable d'ordonner les 3 gènes. Donc là, chez la... Or, aurait-il pas pu être entre U et G? Alors, on teste. Vous nous proposez que T soit entre U et G. En fait, non, parce que si ça avait été le cas, donc on est d'accord, entre U et G, on a dit qu'il y avait 40 unités de recombinaison. Entre T et U, 20 unités de recombinaison. Dans ce cas-là, entre G et T, vous auriez dû trouver quelque chose qui était voisin de 20 unités de recombinaison. Donc ça, on l'a eu ici, c'est en fait quand on a analysé donc T et GB, c'était la souche B. Et en fait, pour la souche B, on a défini qu'ils étaient génétiquement indépendants. Donc, cette hypothèse n'est pas compatible avec une indépendance génétique. La seule hypothèse qui est compatible, excusez-moi, avec une indépendance génétique, c'est que T soit ailleurs.
Donc, évidemment, il ne pourrait pas être non plus ici, parce que ici, vous auriez eu... alors, que c'est bon ou pas bon? Oui. Et en fait, la dernière hypothèse, aurait été d'avoir le T. Bon, je manque de place, donc je vais déplacer. Bon, sauf que là, je me suis mal goupillé, ça va être emmerdant. Non, c'est bon. Hop là. La dernière hypothèse aurait été d'imaginer que T était là, mais là, ce ne serait pas compatible, parce qu'en fait, vous aviez dit qu'entre U et T, il doit y avoir 20 unités de recombinaison. Or, déjà, entre U et GB, vous avez 40. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la seule hypothèse valide, c'est celle du milieu. C'est bon pour tout le monde? Donc la dernière, elle est optionnelle, donc parce que je l'ai mise là en me disant bon, est-ce qu'on va la traiter ou pas, mais je pense que les collègues vont dire qu'on ne va pas la traiter. Donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez un petit bonus, on peut la traiter. Si vous ne voulez pas de bonus, ben, on ne la traite pas. C'est comme vous souhaitez. Parce qu'en fait, j'ai mis le TD sans consulter les collègues et je pense qu'ils vont me dire non, ça c'est trop compliqué. C'est long, 5 à 10 minutes, 5 minutes, où en fait je peux vous donner la piste et vous réfléchissez. Et on en reparle la prochaine fois. C'est comme vous voulez. Moi, peu m'importe. Peu me chaud. Alors, regardez. On vous dit environ 200 000 sports, alors qu'auparavant, on était plutôt autour de maximum. Je crois qu'on était on a fait 300 et on avait fait un coup de 600 sports. Donc là, on n'est pas du tout à la même échelle. Donc environ 200 000 sports issus du croisement entre B et C sont étalés sur une boîte de milieu minimum qui va être galactose plus uracile plus tryptophane. Et on nous dit que seules 100 colonies sont observées. Donc la première question, et on nous demande d'interpréter ce résultat. Donc évidemment, la première question, c'est quel est le phénotype de ces colonies? Donc là, c'est bien. En plus, on a le tableau. Si vous regardez, on avait dit que B, il peut y en avoir 4. 4 quoi? Raphaël, oui, effectivement, c'est le cas. C'est bon, tout le monde comprend la réponse de Raphaël? En tout cas, Ura moins, tryptophane moins, non, je ne suis pas d'accord. Attendez. Ouais, Ura moins et tryptophane moins, on s'en fout. Par contre, ce qui est important, c'est Gal plus. Si vous regardez ici, on a dit sport parental, Ura moins, tryptophane moins, ça c'était C. B était Ura plus, tryptophane moins. Et là, on vous dit que on observe des spores qui sont de phénotype Gal plus. D'après vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Et on a criblé 200 000 spores. Alors que là, on n'en avait criblé que 300. Alors, non, pas de nouvelle mutation. Là, on est à une autre échelle. En fait,
Donc, on est d'accord, on a défini que B et C étaient mutés sur le même gène grâce au test de complémentation fonctionnelle. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, la question est, ont-elles ces deux souches exactement la même mutation? Est-ce que vous êtes assuré que c'est la même modification? Effectivement, en fait, quand on définit un groupe de complémentation, finalement, on va définir un groupe d'allèles mutants pour la fonction d'un même gène. Donc, si vous préférez, dans un premier temps, à l'issue d'une mutagenèse, on fait les tests de complémentation fonctionnelle pour grouper entre gènes mutés, pour différencier les différents gènes mutés. Et ensuite, quand vous avez décidé de travailler sur un gène, éventuellement, vous allez pouvoir retourner sur les différents allèles mutants, parce que là, vous allez pouvoir faire ce qu'on va appeler une analyse de structure-fonction. C'est-à-dire, sont-ils mutés au même endroit? Et si, en fait, en étant mutés à différents endroits, mais que ça confère le même phénotype, vous pouvez dire que ces séquences sont impliquées dans le même processus biologique. Donc là, en fait, l'idée, c'est que probablement, vous avez eu... Alors, attendez, je vais le dessiner... je vais dupliquer, ça va être plus simple. Là. Et je me débarrasse ce dont je n'ai pas besoin. En fait, là, vous avez ce qu'on va appeler un crossing over intragénique. C'est pour ça qu'en fait, on a criblé autant d'événements. Donc là, je vous dessine le diploïde. Pour avoir des révertants, il faut qu'il y ait une mutagenèse. Alors, vous pourriez imaginer des mutants spontanés, je pense que c'était l'hypothèse de Raphaël, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus plausible. Quand vous regardez le nombre de spores testés, c'est 200 000 spores. C'est peu par rapport à la fréquence d'apparition d'un révertant. Un révertant, imaginez, c'est tout le génome, mais pour un nucléotide, voire 2 ou 3 nucléotides. Les chances sont infimes. Donc là, en fait, on est dans une situation où on est, par exemple, alors GC- et GB+, et GC+, et pardon, ici c'est GB, et GB-. Donc, sous-entendu, en haut, c'est le chromosome de la souche C, en bas, c'est le chromosome de la souche A. Alors oui, on est avec la méiose, donc pardon, il y a eu duplication des chromosomes. Et en fait, là, ce qui s'est passé, vous avez eu un crossing over. Donc finalement, ce que vous avez fait, c'est de générer un bras de chromosome qui est GC+, GB+. Et en fait, c'est ces spores que vous observez. Et évidemment, c'est une fréquence excessivement rare. Et donc là, en fait, vous allez pouvoir capable de calculer une distance. Oui, c'est un brassage intragénique, mais là, c'est un brassage intragénique à l'intérieur d'un même gène. Et en fait, ici, vous devriez même être capable de calculer la distance entre les deux mutations d'un même gène. Mais ça, bon, je vais voir avec les collègues, d'après moi, ils ne vont pas le traiter. Donc ça, c'est plus un bonus pour vous.
Mais c'est pour vous. Donc, en fait, on revient à toujours la même chose. En fait, votre limitation, votre limite, c'est combien d'événements vous criblez, vu que votre seul point d'entrée dans le système génétique, c'est les phénotypes. Et donc, évidemment, si vous criblez pas suffisamment d'individus, vous ne verrez jamais cet événement, parce qu'en fait, sa fréquence d'apparition est beaucoup trop faible. Là, si vous calculez la distance, vous allez voir, vous allez tomber sur probablement quelque chose qui est inférieur à 0. Ça va être 0,2 quelque chose. C'est bon pour tout le monde? Mais ça, c'est vraiment du bonus, hein. Donc ça, je pense que je vais voir avec les collègues, mais je pense qu'on ne va pas le traiter pour les autres groupes. Ok, bah du coup, on a fini. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Oui, la semaine prochaine, on ne se voit pas, vous êtes en vacances. On peut avoir là-dessus la prochaine fois? Oui, oui, pas de souci. Si vous voulez essayer de vous en dépatouiller, de l'utiliser comme exercice, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et bah, je vous tiens au courant. Bah, c'est Massina qui demandait quand est-ce qu'il y aura les notes. Bah, d'ici pas trop longtemps, j'espère.